Merci et bonsoir. Alors je vais essayer de décortiquer, Armelle a bien raison, le sens des mots est important. Accompagner du maintien au domicile et au placement entre désir et contrainte. Alors accompagner pour consentir, qu'est-ce qui m'intéresse dans accompagner, c'est le koum. Koum, panis, manger le pain avec, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous convier à communier avec moi cet après-midi, mais plutôt à me suivre dans mes cheminements, mes errances, dans l'immense parc de l'hôpital Émile Roux de 36 hectares. Alors, ces deux mots, de maintien, de placement, renvoient à la notion de contrainte, de contention, de tenir avec la main. Ou quand il s'agit de personnes, on le dit quand on agit du fait de leur vulnérabilité ou de leur incapacité juridique à leur place, alors on peut les placer. En général, on place plutôt un objet ou un chien. Est-ce que je trouverai un peu plus de lumière et d'apaisement du côté des désirs ? Non point, car le désir est un effort de réduction d'une tension issue d'un sentiment de manque. Or, les personnes Alzheimer ne désirent rien d'autre que de rester chez elles. Elles ne sont pas en manque de maison de retraite. Et la contrainte, est-ce si facile, est-ce agréable dans une relation soignante et accompagnante de contraindre, surtout dans des choix de lieu de vie qui touchent à l'intime ? Une contrainte est une règle obligatoire qui réduit la liberté d'action. Elle peut être exercée de façon physique ou morale. D'ailleurs, le thème stress désigne, en langage français, une tension nerveuse, une inquiétude, mais en anglais, signifie contrainte. Mais la contrainte peut être aussi un moyen d'assurer la sécurité, en empêchant le mouvement d'un membre lésé ou en empêchant une personne dangereuse d'agir contre elle-même ou contre les autres. On le voit, toutes ces notions contiennent à la fois l'être ensemble, le koum, et que ce soit dans le maintien au domicile ou le placement, du désir à la contrainte, nous sentons bien les tensions, la fermeté de la main qui maintient, mais aussi de cette main qui est tendue vers l'autre et le souci de protéger. Quand on ne peut ni ne peut, je ne peux te maintenir chez toi, mais je ne peux me résoudre à te placer, la vigilance éthique nous propose cet accompagnement pour un possible consentir préalable et nécessaire à toute relation du maintien au domicile à l'entrée en EHPAD. Dès lors, plusieurs questions se posent dans ce balancement entre refus et acquiescement, ces clairs-obscurs du consentement, qui peut se faire par la ruse, par l'omission ou par la contrainte. Jusqu'à quel prix, en termes de coût, d'argent, de coût psychologique, sociétal, de coût pour la santé de l'aidant, de la famille, peut-on maintenir chez elle une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer d'une forme évoluée, dont les troubles du comportement sont autant de risques pour elle-même et pour les autres? Où est le principe de justice et d'équité ? De même, est-il bien légitime que sous la double contrainte du couple infernal que nous connaissons bien à l'hôpital T2A et DMS, dans les hôpitaux, on place cette personne sans délibération, au nom du risque zéro, de la bienfaisance, faute de mieux, sans le travail nécessaire de maillage entre les différents intervenants dont mes collègues vous ont parlé. L'institution est choisie par on et pas par la personne, et le plus souvent par défaut, parce qu'on ne peut pas payer, parce que l'aide sociale et la mesure de protection demandée vont prendre plusieurs mois d'attente. Peut-on désirer entrer en maison de retraite ? On le sait, seules 5% des personnes âgées le souhaitent, et le plus souvent pour rompre leur isolement affectif et social. Peut-on désirer pour autrui une entrée en EHPAD ? On l'a vu, ce sera pour les familles la dernière des solutions envisagées. Et aussi, à contrario, peut-on contraindre sa famille à rester chez soi ? Là aussi, faute de mieux, pas d'argent, refus des aides, où la famille et l'hôpital peuvent-ils contraindre la personne souffrant d'Alzheimer, qui la plupart du temps ne se reconnaît pas malade ou dépendante, à entrer en institution ? Que de questionnements potentiellement aporétiques. C'est que la question centrale, c'est celle du chez-soi, du sentiment d'exister des personnes Alzheimer, car demeurer chez soi, c'est aussi demeurer soi. Et consentir à entrer en institution, c'est aussi accepter l'angoisse de l'inconnu, de l'impensable. Comment faire pour accompagner, informer, annoncer que le retour au domicile ne sera plus possible et qu'une entrée en maison de retraite prévue? Voici bien souvent ce qu'il se dit. « Bonjour monsieur, je viens vous annoncer que vous rentrez en maison de retraite demain. »
Bon voyage ma fille, hein, puis surtout, t'oublie pas ta valise. Me répond-on. Comment dire et faire comprendre que l'on ne veut pas ce que la personne ne veut pas entendre? Au stade évolué de la maladie d'Alzheimer, on vous l'a dit, je vous le redis, ça nous oblige à entrer en contact physique avec les personnes, se mettre à la hauteur de ses yeux, de son regard qu'il faut capter. Il faut toucher le bras. Il faut des mots simples, il faut reformuler, répéter, s'appuyer sur un registre verbal et non verbal, il faut revalider les réactions et les émotions perçues, il faut accepter le refus, différer, revenir, proposer une solution alternative, temporaire, de jour, renforcer les aides. Il faut partager l'ambivalence, il faut partager les risques, il faut accepter de danser dans ce rapport physique avec lui, ce pas de deux. Il faut descendre dans l'arène, être touché, pour comprendre et faire comprendre, prendre en charge et prendre la main, sentir pour consentir ensemble, afin de trouver une porte d'entrée la plus efficace possible pour informer et accompagner. Il n'y a ni formule magique, ni mode d'emploi, chaque cas est une histoire singulière. Ainsi, Léonie, 86 ans, veuve, 2 enfants, démente sévère, atteinte de troubles du comportement pinchant son médecin à domicile et ayant pendant des mois refusé toutes ses aides, a fini par appeler elle-même au secours les pompiers pour se faire hospitaliser, parce qu'elle avait peur de tomber. Très vite, une maison de retraite est trouvée à l'hôpital. Elle s'y oppose encore une fois vigoureusement, renvoyant ses enfants à la solitude de leur culpabilité et nécessité faisant loi, c'est-à-dire T2A et DMS. Le jour de son départ pour cette maison de retraite, elle n'a montré aucune opposition, s'est adaptée à sa nouvelle chambre avec une facilité déconcertante, allant du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et au bout de 6 mois, ses enfants nous ont annoncé son décès au décours d'une chute. Lisette, petite femme très âgée, 98 ans, démente, sévère aussi, très fragile physiquement, sortant de plusieurs opérations pour fracture et hernie, qui a tant bataillé, elle aussi, contre les aides à domicile, contre l'idée même d'une institution. Et quand ses enfants lui présentent une éventuelle future chambre dans une énième maison de retraite, elle dira « Oui, celle-là, je la reconnais, c'est la mienne, c'est moi qui ai tiré les rideaux ce matin. » Odette, 85 ans, en EHPAD depuis 6 ans, me dit bien qu'elle est dans son fauteuil roulant. Moi, je préfère passer pour une idiote, comme ça on m'oublie, et j'irai jamais en maison de retraite. Ou Germaine, confortablement installée dans une magnifique EHPAD, il y a des très très belles EHPAD à Paris, en région parisienne, sa fille me confiant que depuis 4 ans que sa mère y était, tout son héritage y passait, mais me suppliait de ne pas lui révéler qu'elle était en maison de retraite, me dit « Ici, je suis de passage, c'est dans une sorte d'hôtel de luxe. C'est pas chez moi, hein. Je comprends pas ce que fait ma commode ici, ça doit être une fausse ou une copie. Heureusement, le soir, je suis vraiment chez moi et je retrouve la vraie commode. » Alors, désir et contrainte dans quelle temporalité? Tout placement en urgence, bien entendu, sera mal vécu et voué à l'échec. La temporalité n'est pas la même pour les familles qui se projettent difficilement dans un univers redouté pour elles-mêmes, vivant parfois un conflit de loyauté, j'ai promis à maman de jamais la placer, ou le conflit d'intérêts entre les enfants, ceux qui peuvent payer et ne le veulent pas, et ceux qui consacrent et sacrifient leur vie à un maintien à domicile impossible, faute de pouvoir payer une maison de retraite à la hauteur de leur culpabilité. Et qu'en est-il des patients hospitalisés au décours d'une chute, d'une décompensation physique ou confusionnelle qui, stabilisés, sont en attente, longue, angoissante de placement, faute de famille, faute de place, faute d'argent? Alors il faut attendre l'aide sociale, la mesure de protection, ils sont en stand-by, en déshérence, en désespérance, et leur évolution démentielle flambe. Dans quelle temporalité? De la respiration du temps entre palpitations et désirs et soupirs. Avec le vieillissement, le temps se dilate et avec la maladie d'Alzheimer, il se contracte dans les cils maintenant. Celui de l'hôpital est à la fois accéléré et immobile, dans la frénésie et la course des blouses blanches le matin et dans une attente infinie d'une visite qui ne viendra plus le soir. Plus on avance en âge, plus la respiration du temps oscille entre lenteur, répétition, alors que l'espace vital se réduit de la maison devenue trop grande à la chambre d'hôpital anonyme qu'il faut partager et enfin à la tombe. Ce bercement du temps suspend le travail de la faucheuse et ce petit nid de vie protège de tous les chagrins. Il est propice pour moi à en saisir le kairos dont nous a parlé Fabrice ce matin, l'occasion propice à une rencontre à l'autre.
Marcel, 78 ans, dément sévère, sa casquette vissée sur ses cheveux blancs, bien installé devant sa télévision muette, son saxophone à sa place dans son étui muet lui aussi, vit bien tranquillement dans sa maison de retraite depuis plus de 6 ans. Il était musicien dans un groupe connu, faisait salcombe tous les soirs dans sa tête. Il avait une belle maison, pas très loin de son EHPAD, mais jamais il n'avait fugué pour y retourner. Le temps s'était arrêté à son entrée en maison de retraite il y a 4 ans, mais aujourd'hui, il faut vendre la maison. Et il s'y oppose farouchement. Pas question, c'est ma maison, j'y suis, j'y reste. Mais de quelle maison parle-t-il? Dans quelle maison vit-il? À quoi demande-t-on de consentir en quittant son chez-soi? À quitter sa maison pour entrer dans une maison de retraite? À quitter son petit monde? À quitter le monde? Alphonse Allais ironisait en disant que partir c'est mourir un peu, mais mourir c'est partir beaucoup. Pour les patients Alzheimer, quitter son domicile, le plus souvent dans un contexte traumatique, c'est mourir lentement et glisser sûrement vers la mort. C'est pourquoi nous n'obtenons jamais un consentement libre et éclairé à l'entrée en institution, car demeurer chez soi, c'est demeurer soi. Quelles sont les représentations du chez-soi dans la maison de retraite idéale et les représentations de la maison de retraite idéale du patient Alzheimer? Gaston Bachelard disait que l'homme n'est pas fait pour habiter un simple logement, mais une maison qui est notre coin du monde, entre le ciel, d'où nous venons peut-être, et la terre où nous allons sans doute. Le lieu où nous protégeons notre rêverie, notre secret, notre intimité, notre moi. Or, les maisons de retraite ne font jamais rêver les personnes qu'on souhaite y placer. Mais leur maison, ou mieux, celle de leur enfance, sont leur base de sécurité, leur port d'attache, leur demeure. Combien de malades d'Alzheimer ne fuguent pas, mais fuient, cherchent à rentrer chez eux, dès l'admission à l'hôpital ou en EHPAD, pour retourner chez eux, c'est-à-dire bien souvent dans leur maison d'enfance, et non celle où ces femmes très âgées ont été mères et ont élevé leur enfant. S'il te plaît, ramène-moi chez moi, dit cette femme Alzheimer évoluée à sa fille, assise sur les marches du perron de sa maison, totalement perdue, dedans, dehors, dehors, dedans. Bachelard disait, le moi s'éveille par la grâce du toit. J'oserais un petit glissement sémantique, par la grâce du toit TOIT. Car sur le toit, on peut penser, on peut rêver, on peut espérer. Le toit est contenant et protège. La symbolique du toit nous aide aussi à penser l'habitation en tant qu'appartenance. Le toit abrite et accueille la maisonnée. Dans cette dimension verticale, le toit, en tant que symbole protecteur s'érigeant au-dessus de nous, nous rappelle notre dimension humaine. Dans cette même maisonnée à laquelle nous appartenons tous, y compris les malades d'Alzheimer, nous sommes unis sous la toiture du monde humain. Ainsi, comme une réponse possible au refus de consentir à l'entrée en institution en maison de retraite, j'ai cherché à explorer et à objectiver la perception des représentations psychiques de la maison et des EHPAD chez les patients Alzheimer, puisque la question de l'habiter et de l'être, celle d'être soi, d'être chez soi, est intimement liée. Cette recherche m'a permis de montrer qu'au-delà des bouleversements de la construction identitaire du malade d'Alzheimer, des éclats de vie persistent, des capacités créatives, langagières ou picturales nous interpellent dans leur identité mêmeté, qui parlent encore d'un sujet dans une permanence de soi, capable de consentir ou d'assentir dans ces lieux de choix de vie. Cette révélation redit son appartenance à l'humanité, qui ne dépend en rien de ses fonctions cognitives, même altérées, mais qui est donnée par l'autre. Alors je vais vous montrer 9 des 50 productions épidurales que j'ai pu avoir, et vous verrez que la notion de toi est toujours présente. Vous voyez que c'est totalement indépendant de l'âge, du niveau socioculturel, du niveau de sévérité de la démence. Les représentations de la maison, vous voyez, cette patiente est jeune, MMS, une démence modérément sévère, et la maison de retraite a un toit et des tuiles, et elle dira c'est une maison simple avec des tuiles sur le toit, mais il n'y a pas de porte. On parlait des portes qui se ferment et des fenêtres qui s'ouvrent, on ne rentre pas dans une maison de retraite. Celle-ci, on sent bien qu'elle était obsédée par les boîtes aux lettres et les propriétaires. Voilà ma maison. Ici, elle me dit, il y a les boîtes aux lettres. Et ici, c'est les propriétaires. On sent que toute sa vie, elle a regardé ce qui se passait dans les boîtes aux lettres et les propriétaires. Et puis, la maison de retraite idéale pour elle est totalement incompréhensible. Il n'y a pas de couloir de circulation, on ne comprend rien. Elle n'a que 23 sur 30 de MMS. Et elle dira, la maison de retraite idéale, c'est une chambre à moi,
avec des placards pour ranger mes secrets. Celle-ci dit, c'est ma maison. On voit que la symbolique du 3 est représentée. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, pas de visserie. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Elle marque 5 enfants. Et elle dit, la maison de retraite idéale, c'est celle de mes parents. Je suis devant, elle est petite. Donc une démence modérément sévère. Ici, elle dit, c'est ma maison. Alors on voit que le toit est très bien représenté en forme de casquette. Hein. Elle m'a rajouté une porte, une cuisine. Et puis elle m'a dit, ah oui, j'ai oublié la salle de bain, on va mettre la salle de bain. Et mes messes à 13/30. Hein. Elle dit, c'est ma maison. Mais moi, je rajoute, c'est aussi sa maison de retraite, où elle vit depuis 4 ans. Elle me dit, je suis avec papa, il est décédé en 1960. Je suis avec mon fils qui est décédé en 78. J'y suis bien. Jamais je n'irai en maison de retraite. Celle-ci, c'est une femme très jeune, d'un très haut niveau socioculturel, qui se plaint de la présence, l'omniprésence de son mari sur son dos, elle me dit, il vient toujours vérifier que tout se passe bien mal. Et donc sa maison est transparente, comme elle l'est vis-à-vis de son mari. Mais les fenêtres il y a 2 fenêtres, il y en a peut-être une 3e sur le toit, on ne sait pas bien. Elle me dit, je ne peux pas vous dessiner la maison de retraite idéale parce que je ne peux pas me la représenter, mais je peux vous dire ce qu'il faut. Il faut de la verdure, des fleurs, des arbres, des petites chambres à 2. Alors que précisément, elle se plaint de l'omniprésence de son mari, toujours sur son dos. Ici, c'est une démence 23/30, hein, modérément sévère, très modérée d'ailleurs, avec ma maison qui est totalement déstructurée, et la maison de retraite où il y a quand même la symbolique du toit qui est représentée et la cuisine. Et on retrouve cette notion de petite maison où on se sent bien. Celle-ci, la maison de retraite idéale, c'est le Père Lachaise, elle m'a dit ça. Et aucun problème, je sais, il y a papa, il y a maman, il y a mon mari, mes enfants. Donc ça, c'est pour moi formidable. Et ici, c'est sa maison. Alors, à chaque fois, ça a été l'objet de vraiment... Elle voulait me faire expliquer comment elle déambulait chez elle. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour vous, ça ne l'est pas du tout pour moi. Mais alors, par où on rentre? Où sont les fenêtres? Et vous voyez que c'est barré. Alors, je ne sais pas si on peut sortir, où sont les escaliers. Enfin, c'est extrêmement compliqué. 25/30 de MMS, démence légère. Et alors, je termine par une explosion de joie et de bonheur, parce que vous me connaissez, je ne peux pas avoir un message qui soit un message de tristesse. Les 2 plus belles maisons sont des maisons faites à l'atelier de peinture par des personnes qui résident en soins de longue durée depuis, celle-ci, plus de 25 ans. Elle avait une démence de type corsacovienne et elle tenait un bistrot. Et alors, sa maison, vous voyez qu'elle est hyper joyeuse. Il y a de la vie, ça pète, il y a du feu dans la cheminée, il y a un soleil, il y a des fleurs partout. Et il y a la nappe à carreaux qu'il y avait sur ces tables de bistrot, sur son toit, et puis devant, hein, sur la terrasse. Hein. Et le MMS est infaisable, elle est intestable. Hein. Vous verrez que c'est les 2 plus belles maisons, celle-ci pleine de vie aussi, qui danse sur les rails de sa vie. Et là, il y a 2 cheminées fumantes. Hein. C'est envahi de fleurs, et puis ça va toujours jusqu'au soleil qui explose. C'est quelqu'un qui, évidemment, n'a jamais 89 ans, n'a jamais peint, n'a jamais dessiné. Voilà, c'est ma maison. Je suis là depuis 15 ans en soins de longue durée. Même à Émile Roux, vous voyez qu'on arrive à rendre les gens heureux. Alors, en conclusion, habiter sa mémoire aux confins de l'oubli, la maison comme seule. Tel est le défi éthique entre désir et contrainte. Si consentir veut bien dire sentir ensemble, sachons dans le balancement du temps, accompagner d'une rive à l'autre pour éviter le naufrage. Je vous remercie.